Dans ce temps-là, les années 40, je veux dire, le train s'arrêtait encore à Orrington, et Bill Batterman était venu avec un corbillard de louage pour récupérer le cercueil de son fils Timmy à la gare de marchandises. Le cercueil a été descendu du wagon par 4 cheminots, et j'étais du nombre. Un troufion de service des sépultures, les pompes funèbres de l'armée, était à bord du train, mais il n'a même pas mis pied à terre. Il est resté écroulé au fond de son wagon, qui contenait 12 autres cercueils. Il tenait une sacrée biture. On a fourré Timmy à l'arrière du fourgon mortuaire Cadillac. À l'époque, on appelait encore les corbillards des chars express, parce que dans l'ancien temps, on se préoccupait avant tout de mettre les morts en terre avant qu'ils commencent à se décomposer. Bill Batterman était au garde à vous, à côté du fourgon, le visage complètement, comment dire, marmoréen, voilà, impassible, glacial, les yeux même pas humides. Ce jour-là, le chef de train était Huey Garber. Il nous a expliqué que ce type de l'armée avait toute une tournée à faire. Un énorme chargement de cercueils venait d'être débarqué à l'aérodrome de Presque Isles. De là, on les transportait en camion jusqu'au triage de Limeston, et ensuite on les embarquait avec un convoyeur sur des trains qui s'en allaient vers le sud. Le planton qui avait été affecté au convoi de Huey s'approche de la locomotive. Il sort une bouteille de rail de la poche de sa vareuse, et de sa voix traînante de sudiste, le voilà qui fait « Salut chef, tu savais que le train que tu conduis aujourd'hui est un train du mystère ?» Huey fait non de la tête. « Eh ben, c'en est un pourtant. En tout cas, c'est comme ça qu'on appelle les convois funéraires chez moi, en Alabama. » Sur quoi, continue Huey, le troufion sort une liste de sa poche et il l'examine en plissant des yeux. Bon, il fait, on va d'abord larguer 2 de ces cercueils à Hulton, et ensuite j'en ai un pour Passadumkeag, 2 pour Bangor, un pour Derry, un pour Ludlow, et ainsi de suite. J'ai l'impression d'être un laitier, bordel. Tu veux boire un coup? Huey a décliné son offre en expliquant que la société des chemins de fer du Maine n'était pas tendre avec les chefs de train dont la laine fleurait un peu trop l'alambic, et le gars du service des sépultures ne lui en a pas voulu pour ça, pas plus que Huey ne lui en voulait de s'être cuité. Ils ont même échangé une poignée de main. Et les voilà en route, semant des cercueils qui avaient des drapeaux en guise de draps mortuaires pratiquement à chaque arrêt. Ils en avaient une bonne vingtaine. Ils sont descendus jusqu'à Boston, et tout au long du chemin, il y avait des familles qui les attendaient en gémissant et en pleurant, sauf à Ludlow. À Ludlow, Huey n'a aperçu que Bill Batterman, qui d'après lui avait l'air d'un gars qui est mort à l'intérieur de lui-même et dont l'âme est en train de pourrir sur pied. Une fois arrivé au terminus, il a sauté à bas de sa locomotive, il a secoué le troufion qui roupillait comme un sonneur au fond de son wagon, et ils sont allés faire la tournée des Grands-Ducs. Huey s'est payé la plus épouvantable muffée de toute sa vie. Il a même été avec une putain pour la première fois de son existence, et il s'est réveillé le lendemain matin avec une tripatouillée de morpions tellement voraces qu'ils lui ont collé une fièvre. Il disait que si c'était ça, un train du mystère, il ne voulait jamais plus en conduire un. On a transporté la dépouille de Timmy au salon mortuaire Greenspan, qui se trouvait sur Fern Street, juste en face de l'endroit où il y a maintenant cette nouvelle laverie automatique, et 2 jours plus tard, on l'a inhumé en grande pompe au cimetière de Pleasant View, avec salve d'honneur et tout. À ce point, Louis, il faut que je vous précise que la femme de Bill Batterman était morte 10 ans plus tôt, en même temps que le bébé qu'elle essayait de mettre au monde, car c'est un détail qui aide à comprendre l'attitude de Bill. Car voyez-vous, s'il avait eu un autre enfant, il n'aurait peut-être pas souffert aussi affreusement. Un second enfant lui aurait peut-être fait voir qu'il n'était pas le seul à souffrir et à avoir besoin d'être consolé. Je suppose que de ce côté-là, vous avez plus de chance que lui. Je veux dire, du fait que vous avez un autre enfant et tout. Une petite fille et une femme qui sont toutes deux vivantes et bien portantes. D'après la lettre que Bill avait reçue du lieutenant qui commandait la section d'infanterie de son fils, Timmy avait été abattu sur la route de Rome le 15 juillet 1943. Son corps avait été rapatrié 2 jours après. Il était arrivé à la gare de Limeston le 19 et on l'avait embarqué à bord du convoi de Huey Garber dès le lendemain. En règle générale, les GI tués en Europe étaient inhumés sur place, mais tous les garçons qui retournaient chez eux à bord de ce train s'étaient particulièrement distingués. Timmy était mort en chargeant un nid de mitrailleuse Bosch et on lui avait décerné la Silver Star à titre posthume. Timmy avait été enterré le 22 juillet, si mes souvenirs sont exacts. 4 ou 5 jours plus tard, Marjorie Washburn, qui occupait les fonctions de facteur rural, l'a croisé sur la route pendant qu'elle faisait sa tournée. Timmy était à pied et il se dirigeait vers l'écurie de Yorkie. Maggie a perdu le contrôle de sa camionnette et elle a bien failli valser dans le décor. Vous comprendrez pourquoi, j'imagine. Elle est retournée incontinent au bureau de poste, elle a lancé sa sacoche en cuir encore pleine de courriers sur le bureau de George Anderson et elle lui a annoncé qu'elle rentrait chez elle et qu'elle allait se mettre au lit. « Vous ne vous sentez pas bien, Maggie ?» avait demandé George. « Vous êtes blanche comme un lavabo. »« Je viens d'avoir la plus grande frousse de toute ma vie, » lui répondit-elle.
Mais je ne vous en parlerai pas, lui a dit Margie Westburn. Je n'en parlerai pas non plus à Brian, ni à maman, ni à personne. En arrivant au paradis, si Jésus m'interroge là-dessus, je lui en parlerai peut-être, et encore. Parce que pour ça, faudrait d'abord que j'y croie. Et là-dessus, elle tourne les talons et s'en va. Tout le monde savait que Timmy Batterman était mort. On avait vu sa photo encadrée de noir dans la rubrique nécrologique du Bangor Daily News et dans celle de tous les autres journaux des environs, et la moitié des habitants du pays s'étaient déplacés jusqu'en ville pour assister à ses obsèques. Et voilà que Margie l'avait aperçu cheminant le long de la route, titubant plutôt, comme elle a fini par le dire à George Anderson 20 ans plus tard, sur son lit de mort. George m'a dit qu'il lui avait semblé que Maggie éprouvait un besoin irrépressible de parler de ça à quelqu'un avant de s'éteindre, comme si ça n'avait pas cessé de la ronger pendant toutes ces années. Margie lui a raconté que Timmy était livide et qu'il portait une vieille paire de pantalons de treillis et une chemise en laine délavée, quoique ce jour-là la chaleur devait avoisiner 35 degrés à l'ombre. Il avait les cheveux qui se redressaient tout droit à l'arrière de sa tête, lui dit-elle encore. « Et ses yeux, Georges » s'écria-t-elle. « On aurait dit 2 raisins secs dans de la pâte à pain. Ce jour-là, c'est un spectre que j'ai vu, Georges. C'est pour ça que j'ai eu une telle frousse. Jamais je n'aurais pensé que je verrais un jour une abomination pareille, mais elle était là, sous mes yeux. » Le bruit du retour de Timmy n'a pas tardé à se répandre. D'autres gens l'ont aperçu à leur tour. Mrs. Staton, par exemple. On l'appelait Mrs. Staton, mais personne ne savait au juste ce qu'elle était. Vieille fille, divorcée ou épouse délaissée. En tout cas, elle vivait seule, dans une petite maison de 2 pièces, à l'intersection de Penderson Road et de Hancock Road. Elle avait toute une collection de disques de jazz, et quand un homme avait un billet de $10 dont il ne savait que faire, elle était toujours prête à lui organiser une petite sauterie. Mrs. Staton a aperçu Timmy du haut de sa véranda. En la voyant, il s'est approché et il s'est arrêté sur le bord de la route, le dos à la maison. Il est resté planté là, racontait Mrs. Staton, les bras ballants, la tête en avant, dans l'attitude d'un boxeur sur le point de s'écraser le nez en avant sur le tapis. Et elle s'est pétrifiée sur place, le cœur battant à toute vitesse, paralysée par la terreur. Là-dessus, Timmy s'est retourné, et d'après Mrs. Staton, c'était comme de regarder un homme saoul essayant de virevolter sur lui-même. Une de ses jambes s'est détendue vers l'avant, son autre pied s'est tourné dans l'autre sens et il a manqué de s'écrouler. Mrs. Staton a raconté que Timmy l'avait regardé droit dans les yeux. Elle a senti ses forces l'abandonner et elle a lâché le panier de linge fraîchement lavé qu'elle tenait appuyé à sa hanche. Son linge est tombé dans la poussière et elle a été obligée de refaire toute sa lessive. Elle disait que les yeux de Timmy, que ses yeux étaient morts, qu'ils avaient l'air de 2 billes d'agate poussiéreuses. Mais ça ne l'empêchait pas de la regarder. Il s'est mis à sourire, et Mrs. Staton soutenait qu'il lui avait parlé, qu'il lui avait demandé si elle avait toujours ses disques de jazz, vu que ça ne lui déplairait pas d'en suer une avec elle, peut-être dès ce soir, tiens. Mrs. Staton s'est précipitée à l'intérieur de la maison, elle n'a plus mis le nez dehors pendant presque 1 semaine, et entre-temps, toute l'histoire s'était terminée. Beaucoup d'autres personnes ont aperçu Timmy Batterman. Elles sont mortes pour la plupart, comme Mrs. Staton. D'autres ont changé de crèmerie, mais il reste encore dans le coin une poignée de vieux débris dans mon genre qui vous raconteront la même chose, si vous êtes capable de leur tirer les vers du nez. Nous l'avons tous vu aller et venir sur Penderson Road. Il parcourait à peu près 2 kilomètres vers l'est en partant de la maison de son père, puis il revenait sur ses pas, parcourait la même distance dans l'autre sens et s'en retournait. Il arpentait cette route sans arrêt, du matin au soir, et sans doute qu'il continuait ainsi toute la nuit. Il était tout débraillé, blême, les cheveux dressés sur la tête. Parfois même, il avait la braguette béante et il avait un air... Cette expression... Judd s'interrompit et alluma une cigarette. Ensuite, il secoua l'allumette et il fixa Louis à travers la fine volute de fumée bleuâtre qui s'en élevait. Il avait beau être en train de raconter une histoire totalement folle, son regard était d'une absolue transparence. « Vous avez sans doute déjà lu des livres ou vu des films qui parlent de ces zombies haïtiens ?» poursuivit le vieil homme. « Je ne sais pas si les zombies existent vraiment, mais dans les films, on les voit marcher d'un pas pesant, en regardant droit devant eux, les yeux vitreux, avec des gestes très lents et gauches. Timmy Batterman avait exactement cette allure-là, Louis. Celle d'un zombie de cinéma. Mais il n'était pas un zombie. Il avait quelque chose en plus. Il y avait quelque chose dans son regard. Tantôt on le voyait, tantôt on ne le voyait plus, suivant les moments. Mais quelque chose passait dans ses yeux, Louis. Je n'irai pas jusqu'à appeler ça de la pensée. Je ne sais pas quel nom donner à cette chose. En tout cas, elle était bien là. Il y avait une espèce de rouerie là-dedans, en plus, comme quand il proposait à Mrs. Staton d'en suer une avec elle. Il se passait quelque chose dans le crâne de cette créature, Louis, mais je ne crois pas que c'était de la pensée ni du sentiment. Je crois aussi que ça n'avait pas grand-chose à voir avec Timmy Batterman, et peut-être même rien du tout.
Ça ressemblait plutôt à une sorte de signal radio émis de très loin qui passait à travers lui. Vos yeux se posaient sur lui et aussitôt vous pensiez « S'il me touche, je vais me mettre à hurler », instantanément. Donc, Timmy n'arrêtait pas d'arpenter cette route de bas en haut et de haut en bas. Et un soir, en revenant du travail, ça devait être aux alentours du 30 juillet, par là, voilà-t-il pas que je tombe sur George Anderson, notre receveur des postes, installé sur mon porche de derrière, en compagnie d'Hannibal Benson, l'adjoint au maire, et d'Alan Purinton, le capitaine des pompiers. Norma était là aussi, mais elle n'est pas intervenue une seule fois dans la conversation. George Anderson n'arrêtait pas de frotter le moignon de sa jambe droite. Il avait perdu sa jambe du temps qu'il était encore poseur de rails, et son moignon le démangeait toujours férocement par ces grandes chaleurs moites de la canicule. Mais il était venu jusqu'à chez nous en dépit de sa jambe qui le torturait. « Ça commence à faire bien cette histoire, » qu'il me dit. « Déjà que j'ai ma préposée qui refuse de porter leur courrier aux habitants de Pedersen Road, et voilà le gouvernement qui se met à faire du tintouin à présent. » « Comment ça, le gouvernement se met à faire du tintouin ?» je demande. Hannibal avait reçu un coup de fil du ministère de la Guerre, d'un certain lieutenant Kinsman, qui était chargé des plaintes et des réclamations, et dont le boulot consistait à faire le tri entre les affaires sérieuses et les racontars à la noix. Le ministère de la Guerre a reçu des lettres anonymes de 5 ou 6 plumes différentes, m'explique Hannibal, et ce Kinsman commence à se faire des cheveux. S'ils n'avaient reçu qu'une lettre d'un seul correspondant, ils auraient jugé qu'il s'agissait d'une bêtise. S'ils avaient reçu une flopée de lettres venant du même individu, Kinsman aurait mis l'affaire entre les mains de la police d'État en les avertissant qu'apparemment il y avait un habitant de Ludlow qui nourrissait une haine pathologique envers la famille Batterman. Mais ces lettres-là viennent toutes de personnes différentes. Il l'a tout de suite vu en comparant les écritures. Même si elles ne sont pas signées, elles disent toutes à peu près la même chose. Que Timmy Batterman est peut-être bien mort, mais que son cadavre a l'air de se porter comme un charme, vu qu'il arpente Pedersen Road du matin au soir en exhibant son visage à tout venant. Si cette rumeur persiste, continue Hannibal, ce Kinsman va nous envoyer un enquêteur, ou peut-être même venir en personne. Ils veulent savoir si Timmy est mort, ou bien s'il faut le porter déserteur, ou quoi, parce qu'ils n'aiment pas du tout avoir des trous dans leur dossier. Et si ce n'est pas Timmy qu'on a enterré à Pleasant View, ils voudront savoir qui on a pu mettre en terre à sa place. Comme vous pouvez le voir, Louis, on était dans de sales draps. On est resté une petite heure à examiner la chose sous toutes les coutures, tout en buvant du thé glacé. Norma a proposé de nous préparer des sandwichs, mais personne n'avait d'appétit. Après avoir palabré jusqu'à plus soif, on a fini par décider que le mieux était de rendre visite à Batterman sur le champ. Jamais je n'oublierai cette soirée, même si je vis encore le double de mon âge. Il faisait une chaleur d'enfer, et le soleil couchant s'engloutissait lentement derrière un nuage, en traçant au ciel des sillons sanglants. Aucun d'entre nous n'était très chaud pour aller là-bas, mais il n'y avait pas moyen d'y couper. C'est Norma qui l'avait saisi la première. Elle m'a fait venir à l'intérieur de la maison, sous un prétexte quelconque, et elle m'a dit « Johnson, ne les laisse pas flancher, surtout. Pas question de remettre cette expédition à plus tard. Il faut régler cette affaire, mettre fin à cette abomination. » Judd dévisagea Louis d'un œil placide. « C'est le mot que Norma a employé, Louis. Abomination. Ce n'est pas moi qui lui ai fait dire. » Et après, elle a approché son visage du mien et elle m'a chuchoté dans l'oreille. « Si jamais ça tourne mal, Judd, tu n'as qu'à prendre tes jambes à ton cou. Ne t'occupe pas des autres, ils se débrouilleront comme ils pourront. Souviens-toi de ce que je te dis. Au moindre signe de grabuge, tu prends la poudre d'escampette. » On est montés tous les quatre dans la voiture d'Hannibal Benson. Je ne sais pas comment il s'arrangeait, ce fils de garce, mais il avait toujours autant de bon d'essence qu'il lui en fallait. Tandis qu'on roulait en direction de la propriété des Batterman, un grand mutisme s'est emparé de nous. Mais par contre, on fumait tous comme des sapeurs. Alan Purinton a été le seul à ouvrir la bouche, encore qu'il n'ait prononcé qu'une seule phrase. Il s'est tourné vers George et lui a dit « Bill Batterman a été trafiqué dans ces bois là-haut, au nord de la route 15. J'en mettrai ma main à couper. » Personne ne lui a rien répondu, et George a simplement hoché la tête. Nous sommes arrivés chez Batterman. Alan a frappé à la porte, mais personne n'est venu ouvrir. Alors on a fait le tour de la maison, et on les a trouvés là, tous les deux. Bill Batterman était assis sur son porche de derrière avec un pichet de bière, et Timmy, debout au fond du jardin, contemplait ce coucher de soleil sanguignolant. Il regardait fixement le ciel, et son visage était d'une violente couleur rouge-orange. On aurait cru la face d'un écorché vif. Quant à Bill, il avait l'air du gars que le diable est venu chercher au bout de 7 années de folle bringue. Il nageait dans ses vêtements. À vue de nez, j'ai jugé qu'il avait dû perdre au moins 15 kilos. Ses yeux étaient enfoncés si profondément dans leurs orbites qu'on aurait dit 2 minuscules animaux blottis au fond de grottes jumelles, et il avait un tic nerveux qui lui relevait sans arrêt le côté gauche de la bouche. Judd marqua un temps d'arrêt, comme pour peser ce qu'il allait dire,
Puis, avec un hochement de tête imperceptible, il continua. Il avait l'air d'un damné, Louis. Timmy s'est retourné vers nous et il a souri. Rien qu'à le voir sourire, on avait envie de hurler. Ensuite, il s'est replongé dans la contemplation du soleil couchant. Bill nous dit « Je vous ai pas entendu frapper, les gars. » C'était un fieffé mensonge, car Alan avait tambouriné sur cette porte assez longtemps pour réveiller pour réveiller un sourd. Comme personne n'avait l'air de se décider à prendre la parole, je me suis dévoué. « Bill, je croyais que ton gars avait été tué en Italie. » Une méprise qu'il fait, en me regardant droit dans les yeux. « Tiens donc, je réponds. »« Bah, tu vois bien qu'il est là, non ?» il continue. « Bah, dans ce cas, qui c'est qu'on a mis dans le cercueil que t'as fait enterrer à Pleasant View ?» lui demande Alan Purrington. « Ça, j'en sais foutre rien, dit Bill. Je m'en contrefiche. » Il va pour prendre une cigarette, renverse tout le contenu de son paquet sur le plancher et en casse 3 en essayant de les ramasser. « Il va probablement y avoir une exhumation, dit Hannibal. Tu ne t'en doutais pas, peut-être ? On m'a téléphoné du ministère de la guerre, Bill. Ils vont vouloir vérifier s'ils n'ont pas enterré le fils à quelqu'un d'autre au lieu de Timmy. »« Ben et alors ? Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute ?» crie Batterman. « Tout ça m'est bien égal. Le principal, c'est que j'ai retrouvé mon garçon. Timmy est revenu il y a 3 jours. Un obus a explosé tout près de lui et ça l'a sonné. Il est un peu bizarre, mais ça lui passera. » Mais tout d'un coup, la moutarde m'est montée au nez. « Oh, arrêtons ce petit jeu, Bill, je lui dis. Si jamais l'armée fait déterrer ce cercueil, ils vont le trouver tout ce qu'il y a de plus vide. À moins que tu aies pris la peine de le remplir de caillasse après en avoir ôté le corps de ton gars, ça m'étonnerait. Je sais ce qui s'est passé. Hannibal, George et Alan le savent aussi, et toi aussi tu le sais. Tu es allé fricoter là-haut, dans les bois, et tu t'es mis dans un fier pétrin, et ça rejaillit sur toute la ville. Vous connaissez le chemin, les gars, qu'il dit. C'est pas la peine que je vous raccompagne, hein. J'ai pas à m'expliquer, ni à me justifier, ni rien. Quand j'ai reçu ce télégramme, j'ai senti la vie s'enfuir hors de moi, tout d'un coup. On aurait dit que ma vessie se vidait brusquement et que la pisse me coulait le long de la jambe. À présent, j'ai retrouvé mon garçon. Il n'avait pas le droit de me le prendre. Il n'avait que 17 ans et il était tout ce qui me restait de sa pauvre chère maman. C'est une iniquité, un foutu déni de justice. Alors, l'armée n'a qu'à aller se faire foutre, le ministère de la guerre n'a qu'à aller se faire foutre, les États-Unis d'Amérique n'ont qu'à aller se faire foutre, et vous aussi, les gars. Allez vous faire foutre. J'ai retrouvé mon Timmy, et il guérira. Et je n'ai rien d'autre à vous dire. Prenez vos clics, vos claques, et débinez-vous. Son tic nerveux lui tordait la bouche sans arrêt, et il avait le front couvert de grosses gouttes de sueur. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il avait perdu la raison. Moi aussi, je serais devenu fou si j'avais été obligé de vivre avec cette créature. Louis sentait son estomac se soulever. Il avait bu trop de bière, et trop vite. Il n'allait pas tarder à tout restituer. Cette sensation de lourdeur, de pesanteur dans l'estomac l'en avertissait. Comme on ne pouvait pas faire grand-chose de plus, continua Judd, on s'est préparé à partir. Hannibal a dit « Que Dieu te vienne en aide, Bill. » Et Bill lui a répondu « Dieu ne m'a jamais aidé, je me suis aidé moi-même. » Et là-dessus, Timmy est venu vers nous. Même sa manière de marcher n'allait pas, Louis. On aurait dit un très vieil homme. Il levait un pied en l'air, le reposait et le poussait lentement devant lui avant de soulever l'autre. Il avait une démarche de crabe. Ses bras pendaient mollement le long de ses cuisses, et quand il s'est suffisamment approché, on a vu les marques rouges qui lui barraient tout le travers de la figure, comme des cicatrices d'acné ou une série de petites brûlures. C'était sûrement là que la mitrailleuse Boche l'avait atteint. Elle avait dû lui arracher la moitié de la figure. En plus, il répandait une odeur de charnier, une vraie pestilence, comme s'il était tout putréfié à l'intérieur. J'ai vu Alan Purrington se couvrir le nez et la bouche d'une main. La puanteur était abominable. On se serait presque attendu à voir des asticots lui grouiller dans les cheveux. « Oh, arrêtez !» protesta Louis d'une voix étranglée. « J'en ai assez entendu comme ça. »« Oh non !» s'écria Judd avec une détermination farouche. « Vous n'en avez pas entendu moitié autant qu'il faudrait. Je ne puis vous dire à quel point c'était affreux. Pour l'éprouver vraiment, il aurait fallu que vous soyez là. Il était mort, Louis, et pourtant, il vivait, et en plus, il savait. »« Il savait ?» fit Louis, en se penchant vers l'avant. « Oui, dit Judd, il savait tout. Il a dévisagé Alan pendant un bon moment, avec une espèce de sourire. En tout cas, on voyait ses dents. Et ensuite, il s'est mis à parler. Il parlait si bas qu'il fallait faire un effort pour l'entendre. On aurait dit qu'il avait le larynx plein de cailloux. « Ta femme baise avec le patron de la droguerie où elle travaille, Purrington. Qu'est-ce que tu dis de ça? Elle pousse des hurlements quand elle jouit. Qu'est-ce que tu en dis, hein ?» Alan a eu une espèce de hoquet. Pas de doute, le coup avait porté. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, Alan Purrington était dans un hospice à Gardiner. Il doit avoir pas loin des 90 ans à présent.
À l'époque, il avait largement passé la quarantaine et on murmurait des choses sur le compte de sa deuxième femme. C'était une de ses petites cousines qui était venue habiter avec Alan et Lucie, sa première femme, au début de la guerre. Lucie était morte et 18 mois plus tard, Alan a épousé cette fille. Elle s'appelait Laurine et quand ils se sont mariés, elle n'avait guère plus de 24 ans. C'est vrai qu'on jasait à son sujet, vous savez. Un homme se serait borné à dire qu'elle avait des manières un peu libres, mais les femmes la considéraient plutôt comme une traînée. Et Alan avait peut-être bien aussi sa petite idée là-dessus, vu qu'il s'était crié « Ta gueule, ferme-la, sinon je te cogne, quoi que tu puisses être !» « Tais-toi, Timmy !» fait Bill, l'air plus malade que jamais, comme s'il allait rendre tripes et boyaux, tomber évanoui, ou peut-être même les deux. « Tais-toi, Timmy, je t'en prie !» Mais Timmy n'a pas fait attention à lui. Il s'est tourné vers George Anderson et lui a dit « Et toi, le vieux, ton petit-fils dont tu fais si grand cas n'espère qu'une chose, que tu claques. Tout ce qui l'intéresse, c'est ton fric. Ce fric qu'il s'imagine que tu as entassé dans ton coffre à l'Eastern Bank de Bangor. C'est pour ça qu'il te passe de la pommade. Mais dès que tu as le dos tourné, il se pète à fiole. Lui et sa sœur, ils te surnomment vieille quille en bois. » Et au moment où Timmy disait ça, Louis, sa voix a changé. Elle a pris une intonation haineuse, mesquine, exactement celle qu'aurait eu la voix du petit-fils de George si ce que Timmy venait de dire était vrai. « Vieille quille en bois », répète Timmy. « Et qu'est-ce qu'ils vont râler quand ils s'apercevront qu'en réalité tu es fauché comme les blés, vu que tu as tout perdu en 1938 ? Hein, George ? Ils vont en chier des ronds de chapeau, ces deux cons. » George s'est mis à reculer, sa jambe de bois a cédé sous lui, il est tombé en arrière sur le rebord du perron et il a renversé le pichet de bière de Bill Batterman. George était pâle comme un linceul, Louis. Bill est arrivé, Dieu sait comment, à le remettre debout et il s'est mis à rugir après son gars. « Timmy, vas-tu t'arrêter ? Timmy, ça suffit !» qu'il gueulait. Mais Timmy ne l'écoutait pas. Il a dit une saleté sur le compte d'Hannibal, puis une autre sur mon compte, et ensuite il s'est mis à... Il est devenu fou furieux. Il poussait des hurlements de rage. On s'est éloigné à reculons, et puis on a piqué un galop en tenant Georges par le bras, parce que les lanières de sa jambe de bois étaient tout emmêlées. Elle était à l'envers, sa chaussure pointait dans le mauvais sens, et elle traînait derrière lui dans l'herbe. C'est là que j'ai eu ma dernière vision de Timmy Batterman. Il était debout sur la pelouse de derrière, à côté de la corde à linge, et le soleil couchant qui lui colorait la figure en rouge faisait ressortir les petites boursouflures de ses cicatrices. Il avait les cheveux hérissés et comme poussiéreux, et il riait d'un affreux rire grinçant en criant sans arrêt d'une voix stridente « Vieille quille en bois ! Vieille quille en bois ! Et le cocu ! Et le coureur de pute ! Adieu, braves gens, adieu !» Et il repartait d'un grand rire, mais qui ressemblait plutôt à un hurlement de loup qu'à un rire. Il y avait quelque chose en dedans de lui qui hurlait, hurlait. Judd s'interrompit, sa respiration était précipitée. « Est-ce que c'était vrai, Judd ?» interrogea Louis. « Ce que Timmy Batterman vous a dit, c'était la vérité ?» ?»« Oui, c'était la vérité, » marmonna le vieil homme entre ses dents. « C'était vrai, bon Dieu. Dans le temps, j'ai été client occasionnel d'une maison close de Bangor. Je ne suis sûrement pas le seul homme à être tombé dans ce genre de travers, même s'il y en a qui ne s'écartent jamais du droit chemin. De temps à autre, l'envie me prenait. Est-ce que c'était une perversion, je ne sais pas, de me l'enfoncer dans la chair d'une autre, ou de payer une femme pour qu'elle fasse ces choses qu'un mari n'a pas le cœur d'exiger de sa légitime. Les hommes aussi ont leur jardin secret, Louis. Les péchés que j'ai commis étaient des plus véniels, et cela faisait 8 ou 9 ans que je n'avais plus succombé à la tentation. Norma ne m'aurait pas quitté si elle l'avait appris, mais quelque chose serait mort en elle. J'aurais perdu à tout jamais une part de sa tendresse à laquelle j'étais énormément attaché. Judd avait les yeux rouges, gonflés et larmoyants. Les pleurs des vieillards sont singulièrement disgracieux, se dit Louis. Mais quand Judd tendit vers lui une main tâtonnante, il la prit dans la sienne et la serra. Timmy ne nous a parlé que du mauvais, dit le vieil homme au bout d'un moment. Et le mauvais, il y en a déjà plus qu'assez dans la vie de n'importe qui, non ? 2 ou 3 jours plus tard, Laurie Purrington quittait Ludlow sans espoir de retour. Les gens du pays qui l'ont aperçue juste avant qu'elle prenne le train ont raconté qu'elle avait un cocard à chaque œil et les narines bouchées de coton. Alan n'a jamais rien voulu en dire à personne. George Anderson est mort en 1950. A-t-il légué quelque chose à son petit-fils et à sa petite-fille ? Pas à ma connaissance, en tout cas. Hannibal s'est fait éjecter de son poste d'adjoint au maire à cause d'une histoire qui ressemblait beaucoup aux accusations que Timmy Batterman avait proférées contre lui. Je ne vous dirai pas exactement de quoi il s'agit, je ne vous avancerai à rien de le savoir, mais disons que ça tournait autour d'une affaire de détournement de deniers publics. Il a vaguement été question d'engager des poursuites contre Hannibal, mais ça a tourné court.
De toute façon, la perte de son poste était déjà un assez grand châtiment comme cela, car pour Hannibal, jouer les gros bonnets était la chose la plus importante du monde. Toutefois, ces hommes-là avaient aussi du bon, et c'est cela que les gens oublient toujours le plus vite. C'est Hannibal Benson qui a eu l'idée d'établir une fondation en vue de la création d'un hôpital général à Bangor, juste avant la guerre. Alan Purinton était un homme extraordinairement généreux et bon, et le vieux George Anderson n'avait pas d'autre ambition que d'assurer la bonne marche de son bureau de poste. Pourtant, cette créature ne nous a parlé que du mauvais. Elle voulait que nous ne nous rappelions de rien d'autre, parce qu'elle était mauvaise elle-même, et parce qu'elle savait que nous étions dangereux pour elle. Le Timmy Batterman qui était parti faire la guerre à Hitler était un brave gosse de l'espèce la plus ordinaire, Louis. Ce n'était peut-être pas une lumière, mais il avait bon cœur. Tandis que la chose que nous avons vue ce soir-là, le visage levé vers le soleil rouge, eh bien, c'était un monstre. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Zombie, dibouk, démon. Peut-être qu'il n'existe pas de nom pour désigner une créature pareille dans notre langage. Les Micmacs, eux, auraient immédiatement vu de quoi il s'agissait. Qu'est-ce qu'ils auraient vu interrogea Louise d'une voix blanche. Qu'il avait été touché par le Vindigo, répondit Judd d'un ton parfaitement égal. Ensuite, il prit une profonde inspiration, garda son souffle un moment avant de le relâcher et consulta sa montre. Sapristi, mais c'est qu'il est tard, Louis. Je me suis laissé entraîner à parler bien plus longtemps que je n'aurais voulu. Oh, j'en doute, dit Louis. Vous avez été très éloquent. Racontez-moi le dénouement. Le surlendemain, un feu a éclaté chez les Batterman pendant la soirée, expliqua Judd. La maison a été entièrement calcinée. Au dire d'Alan Purinton, il s'agissait d'un incendie volontaire. Ça a crevé les yeux même, vu qu'on avait entièrement arrosé la baraque de pétrole avant d'y mettre le feu. 3 jours après l'incendie, les décombres empestaient encore le naft. Donc ils ont fini brûlés vifs tous les deux? Oh, pour ce qui est de brûler, ils ont brûlé, dit Judd. Mais ils étaient déjà morts avant. Timmy avait été tué de 2 balles dans la poitrine, et les balles provenaient d'un vieux Colt de l'armée que Bill Batterman avait gardé par devers lui. On a retrouvé le pistolet dans la main de Bill. Apparemment, il avait abattu son fils, après quoi il l'avait allongé sur son lit et il avait arrosé la maison de pétrole. Ensuite, il s'était assis dans son fauteuil, à côté de la radio. Il avait gratté une allumette et il s'était fourré le canon du Colt 45 dans la bouche. « Oh, mon Dieu !» dit Louis. Les corps étaient pas mal carbonisés, mais le médecin légiste a déclaré qu'à son avis, Timmy Batterman était mort depuis au moins 15 jours. Il y eut un silence long et pesant, et à la fin Judd se leva. « Je n'exagérais pas en disant que j'avais peut-être une part de responsabilité dans la mort de votre fils, Louis. Les Micmacs connaissent cet endroit, mais ça ne veut pas forcément dire que ce sont eux qui l'ont maléficié comme cela. Quand ils sont arrivés ici, venant du Canada, ou peut-être de Russie ou des steppes de l'Asie centrale, ce territoire existait déjà. Ils l'ont occupé pendant 1000 ans, 2000 peut-être, c'est difficile à dire, parce que les civilisations comme la leur ne laissent pas d'empreintes profondes. À présent, ils en sont partis, comme nous en partirons sans doute un jour nous-mêmes, quoique les traces de notre passage seront sûrement plus visibles. Mais quels que soient les occupants du territoire, l'endroit restera le même, Louis. Il n'appartient à personne. Personne ne pourra jamais s'en aller ailleurs en emportant son secret dans ses bagages. Le maléfice est fixé, là, tenace, comme soudé. Jamais je n'aurais dû me mêler de vous emmener là-haut pour y enterrer ce chat. Je le sais à présent. L'endroit a du pouvoir, et vous feriez bien de vous en défier. Je vous dis cela dans votre propre intérêt et dans celui de votre famille. Moi, je n'ai pas su lui résister. Vous aviez sauvé la vie de ma Norma, je voulais faire quelque chose pour vous en échange. Et l'endroit a fait dévier mes bonnes intentions de façon à ce qu'elles se prêtent à ces abominables desseins. Je vous dis qu'il a du pouvoir, un pouvoir qui passe par des variations cycliques, un peu comme les phases de la Lune. Je crains qu'il ne soit dans une phase ascendante et qu'il n'atteigne bientôt le summum de sa force. Je crains qu'il ne m'ait utilisé pour vous atteindre à travers votre fils, Louis. Vous voyez où je veux en venir ?» Le vieil homme regardait Louis avec une anxiété visible. « D'après vous, l'endroit savait que Gage allait mourir, c'est ça ?» demanda Louis. « Non, ce que je dis, moi, c'est que l'endroit a fait mourir Gage, parce que je vous ai mis en communication avec son pouvoir, que j'ai peut-être causé la mort de votre fils à partir d'excellentes intentions, Louis. »« Non, je n'y crois pas, dit Louis, d'une voix tremblante au bout d'un silence assez long. « Non, c'est impossible. Il ne voulait pas croire une chose pareille, c'était inimaginable. » Il prit la main de Judd et il la serra avec force. « Nous enterrons Gage demain à Bangor. Il n'en bougera plus. Plus jamais je ne monterai au cimetière des animaux, et encore moins au-delà. »« C'est bien sûr, Louis, fit Judd d'une voix âpre. Vous seriez prêt à le jurer ? »« Je vous le jure, dit Louis. Mais tout au fond de son esprit, il y songeait encore.
Ce n'était qu'un fantôme d'idées, une minuscule et vacillante flamme, mais qui refusait obstinément de s'éteindre. En réalité, tous ces événements n'avaient jamais eu lieu. Le formidable rugissement du camion de Lorenco, ses doigts qui frôlaient le dos du blouson de Gage, Rachel se préparant à partir pour le salon mortuaire en robe de chambre, Ellie serrant la photo de Gage sur son cœur et dépliant sa chaise à côté de son lit, les larmes de Steve Masterton, le pugilat avec Goldman, Judd Crandall lui narrant l'horrible histoire de Timmy Batterman, tout cela ne s'était produit que dans l'imagination de Louis Creed durant les quelques secondes qui s'étaient écoulées entre le moment où il s'était lancé à la poursuite de son fils qui courait en riant vers la route et celui où il l'avait rattrapé. Rachel avait crié une seconde fois « Gage, reviens, ne cours pas !» Mais Louis savait qu'il aurait besoin de tout son souffle, que ça ne tenait qu'à un cheveu. Si, tout de même, une des choses qu'il avait imaginées se produisit bel et bien. Venant d'un peu plus haut sur la route, il entendit le grondement du semi-remorque qui se rapprochait. Tout au fond de son crâne, un mécanisme mnémonique joua et il entendit la voix de Judd Crandall disant à Rachel le jour même de leur arrivée à Ludlow « Faudra pas trop les laisser s'approcher de la route, Madame Creed. Il y passe beaucoup de gros camions. » Gage dévalait à présent le dernier talus de gazon qui descendait en pente douce jusqu'au bas-côté de la route. Ses petites jambes robustes battaient l'air avec une telle rapidité qu'en bonne justice il aurait dû se flanquer le nez par terre. Mais il poursuivait sa course et le grondement du camion devenait de plus en plus tonitruant. Le son évoquait pour Louis l'espèce de bourdonnement qui lui emplissait parfois les oreilles au moment où il sombrait dans le sommeil. Le soir, au lit, ce vrombissement étouffé le berçait, mais celui que produisait le camion était épouvantable. « Oh mon Dieu, d'où Jésus, faites que je le rattrape, ne le laissez pas arriver jusqu'à la route. » D'un ultime élan, dans lequel il mit tout ce qui lui restait d'énergie, Louis se lança en avant, les bras tendus devant lui, le corps parallèle au sol, comme un footballeur qui tente un plaquage. Il entrevit son ombre qui s'allongeait au-dessous de lui sur le gazon, eut la brève vision de celle du cerf-volant zigzagant en travers du pré de Mrs. Winton, et à l'instant précis où Gage posait le pied sur la chaussée, les doigts de Louis frôlèrent le dos de son blouson et l'agrippèrent. Il tira brutalement l'enfant en arrière et dans le même mouvement, il atterrit avec fracas sur les gravillons de l'accotement. Son nez se mit instantanément à pisser le sang et une douleur terrible lui vrilla le bas-ventre. Bon Dieu, si j'avais su que j'allais jouer au foot, j'aurais mis ma coquille. Mais une grande vague de soulagement s'enfla en lui aussitôt, lui faisant oublier son nez qui saignait et ses roubignoles en compote, car il entendait à présent Gage qui braillait de douleur et de dépit. L'enfant était tombé assis et il avait heurté de la nuque le rebord du talus. La seconde d'après, ses hurlements furent couverts par le grondement assourdissant du camion qui les dépassa avec un coup de trompe rageur. Louis réussit à se lever malgré l'énorme boule de plomb qui lui pesait sur le bas-ventre. Il prit son fils dans ses bras et il le berça tendrement contre lui. Rachel parvint à leur hauteur, le visage ruisselant de larmes, et elle se mit à vociférer. « Il ne faut jamais courir sur la route, Gage. Jamais, jamais. C'est défendu, tu m'entends? Défendu. » Gage fut tellement stupéfait par ce prêche entrecoupé de sanglots qu'il en oublia lui-même de pleurer pour regarder sa mère avec des yeux ronds. « Louis, tu saignes du nez, dit Rachel. Sur quoi elle se jeta dans ses bras et l'étreignit avec tant de force qu'il en eut le souffle coupé. « Oh, ça ce n'est pas le plus grave, dit-il. Je crois que je suis stérile, Rachel. Oh purée, qu'est-ce que j'ai mal !» Rachel fut prise d'un fou rire tellement hystérique que Louis eut peur pour elle l'espace d'un instant. « Mon Dieu, se dit-il, si Gage avait été tué, je crois qu'elle en aurait perdu la raison. » Mais Gage n'était pas mort, et tout cela n'avait été qu'une espèce de rêve éveillé, monstrueusement détaillé, qui s'était déroulé dans la tête de Louis avec la rapidité de l'éclair, tandis qu'il pourchassait son fils à travers une pelouse d'un vert éclatant, par un bel après-midi ensoleillé de mai, et l'arrachait in extremis à la mort. Gage fréquenta l'école primaire, et à l'âge de 7 ans fit son premier séjour estival dans un camp de vacances, où il surprit tout le monde par son extraordinaire aptitude à la natation. Il fit aussi une autre surprise à ses parents, nettement plus saumâtres celle-là, en leur prouvant qu'il pouvait parfaitement supporter d'être séparé d'eux pendant un mois entier sans subir le moindre début de trauma. Dès l'âge de 10 ans, il prit le pli de passer la totalité de ses vacances d'été au camp Agawam à Raymond, une localité riveraine du lac Sebago dans le sud-est du Maine. L'année de ses 11 ans, il remporta 2 premiers prix et un second lors du grand championnat de natation intercamp qui clôtura les activités d'été. Il devint un garçon de forte stature, solidement charpenté, mais c'était toujours le même Gage qui recevait tout ce que le monde lui offrait avec une douceur un peu effarée. Pour Gage, les fruits de l'arbre de la vie n'étaient jamais amers ni véreux. Il fit de brillantes études secondaires et fut membre de l'équipe de natation de Saint-Jean-Baptiste, une école catholique à laquelle il avait exigé d'être inscrit parce qu'elle disposait d'installations sportives hors de pair.
À 17 ans, Gage annonça à ses parents son intention de se convertir au catholicisme. Louis n'en fut pas surpris outre mesure, mais Rachel soutenait que tout ça était la faute de la petite amie de Gage. Elle augurait de cette conversion un mariage précipité. Si cette petite garce à la médaille de Saint-Christophe ne s'envoie pas en l'air avec lui, je veux bien être pendue, Louis, s'exclamait-elle. La ruine de tous ses projets universitaires et de tous ses espoirs olympiques, et prophétisait que Gage se retrouverait avec une dizaine de mouflets bien catholiques sur les bras avant d'avoir atteint la quarantaine. Entre-temps, toujours selon Rachel, il serait devenu un chauffeur de camion ventripotent, gros buveur de bière et mâchouilleur de cigares, qui glisserait peu à peu vers l'infarctus et le néant en égrénant des patères et des AV. Louis soupçonnait pour sa part que la décision de son fils avait des mobiles moins terre-à-terre. Gage embrassa effectivement la foi catholique. Le jour de sa conversion, Louis expédia à Irwin Goldman une petite carte franchement venimeuse qui disait « Peut-être que pour couronner le tout, vous aurez un petit-fils jésuite, votre gendre Goy, Louis. » En revanche, il n'épousa pas la jeune fille, pas garce pour dessous au demeurant, qu'il avait fréquentée au cours de sa dernière année de collège. L'année de son entrée à l'université Johns Hopkins, il fut enrôlé dans l'équipe olympique de natation. 16 ans après que Louis eut livré une course désespérée à un camion de l'Orinco pour sauver la vie de son fils, à la fin d'un long et palpitant après-midi de retransmission télévisée. Louis et Rachel, qui à présent avaient les cheveux presque entièrement gris, mais le dissimulaient à l'aide d'un shampoing tintant, virent leur garçon remporter une médaille d'or pour les États-Unis. Lorsque les caméras de la NBC zoomèrent pour montrer de plus près Gage debout sur le podium et qu'il apparut en gros plan, le visage encore dégoûtant d'eau, la tête rejetée en arrière, le regard sereinement fixé sur le drapeau, la médaille d'or scintillant sur la police de sa poitrine, tandis que l'orchestre entonnait l'hymne américain, Louis fondit en larmes et Rachel ne tarda pas à l'imiter. « Ce coup-ci, on peut vraiment dire qu'il a décroché le pompon, dit-il d'une voix étranglée en se tournant vers sa femme pour l'embrasser. Mais une expression d'horreur s'était peinte sur le visage de Rachel, et Louis la vit subitement vieillir devant lui, comme si des mois et des années de malheur retenus s'étaient abattus sur elle d'un seul coup. Les derniers échos de l'hymne national s'estompaient déjà, et quand Louis se tourna à nouveau vers l'écran de la télé, il y vit le visage d'un autre garçon. Un noir, avec des cheveux crépus et laineux, dans lequel des gouttelettes d'eau scintillaient comme autant de minuscules diamants. Il a décroché le pompon. Sa casquette est... Oh, mon Dieu, sa casquette est pleine de sang. Quand Louis s'éveilla, il était 7h30, et la chambre baignait dans la clarté froide et morose d'un petit matin pluvieux. Il tenait son oreiller étroitement serré et une migraine monstrueuse lui battait aux tempes. La douleur s'enflait et s'amenuisait, s'enflait et s'amenuisait. Il eut un renvoi aigre qui avait des relents de vieille bière et son estomac se souleva cruellement. Il avait pleuré. L'oreiller était humide de larmes, comme s'il avait passé la moitié de la nuit à rêver à des goualantes de Hank Williams. Il se dit que même dans son sommeil, une part de lui n'avait pas cessé d'être consciente de la vérité que son rêve s'efforçait pitoyablement d'occulter, d'où ses larmes. Il se leva, se dirigea en titubant vers la salle de bain. Les battements de son cœur étaient excessivement rapides, quoique ténus, et sa gueule de bois était d'une telle férocité qu'il en avait la conscience comme lacérée en 1000 petits fragments. Il atteignit la cuvette des toilettes à l'ultime seconde et restitua le trop-plein de la bière de la veille. Il resta un moment à genoux sur le carrelage, les yeux fermés. Lorsqu'il fut certain qu'il aurait la force de se remettre debout, il chercha à tâtons la manette de la chasse d'eau et l'actionna. Il voulut s'inspecter dans le miroir, mais il le trouva masqué d'un carré de tissu noir. Il se rappela alors que Rachel, puisant machinalement aux sources d'un héritage dont elle prétendait n'avoir rien conservé, avait couvert tous les miroirs de la maison et qu'elle se déchaussait avant d'entrer. Pas d'équipe olympique de natation, songea brumeusement Louis en réintégrant la chambre. Il s'assit au bord du lit. Un aigre arrière-goût de bière lui empuantissait la bouche et le gosier, et il se jura, ce n'était pas la première fois et ce ne serait pas la dernière, qu'il ne toucherait jamais plus à ce poison. Pas d'équipe olympique de natation, pas d'études brillantes au collège, pas de petit ami catholique, pas de camp Agawam, rien. Gage avait perdu ses chaussures, son blouson avait été arraché et retourné, son délicieux petit corps de garçonnet, robuste et ramassé, avait été plus ou moins broyé, sa casquette était pleine de sang. Tandis que Louis était assis au bord du lit, engourdi par sa gueule de bois abrutissante, à quelques pas de la fenêtre sur laquelle la pluie déroulait de paresseux serpentins d'argent, sa peine s'abattit sur lui de tout son poids, telle une grise gardienne montée du fond du purgatoire, elle s'abattit sur lui, l'anéantit, lui ôta toute sa vigueur d'homme, fit tomber ses dernières défenses. Il s'enfouit le visage dans les mains et il pleura en se balançant d'avant en arrière sur le lit. Il aurait fait n'importe quoi pour qu'on lui laisse une seconde chance.
Absolument n'importe quoi. On porta Gage en terre à 2 heures de l'après-midi. Entre-temps, la pluie avait cessé, mais de grosses nuées d'orage roulaient encore au ciel, et la majorité des membres du cortège étaient équipés de grands parapluies noirs que l'ordonnateur leur avait distribués. À la demande de Rachel, le directeur du salon mortuaire, qui officia au cours de la brève cérémonie laïque, lut le passage de l'Évangile selon saint Matthieu qui commence par « Laissez venir à moi les petits enfants ». Louise fixait son beau-père, debout en face de lui, sur le bord opposé de la fosse. Goldman soutint son regard un moment, ensuite il baissa les yeux. Il semblait avoir perdu toute pugnacité. Il avait de grosses poches sous les yeux, et ses fins cheveux blancs, aussi ténus que des fils d'araignée, s'agitaient follement sous le vent autour de sa petite calotte de satin noir. Avec ses joues piquetées de poils poivre et sel, il avait plus que jamais l'air d'un clochard. Louis eut la nette impression que le vieil homme ne savait pas vraiment où il était, mais il avait beau se fouiller le cœur, il n'arrivait pas à prouver envers lui la moindre pitié. Le petit cercueil blanc de Gage, vraisemblablement nanti d'une serrure neuve, était posé en équilibre sur 2 traverses chromées au-dessus de la tombe, dont on avait tapissé les bords de bandes de gazon synthétique d'un vert tellement criard que Louis en avait mal aux yeux. Quelques corbeilles de fleurs ajoutaient encore à l'insolite gaieté de cette prairie factice. Par-dessus l'épaule du croque-mort, Louise distinguait un flanc de coteau en pente douce, hérissé de tombes et de caveaux. Ses yeux s'attardèrent sur un mausolée de style néo-roman, au fronton duquel le nom Phillips était gravé en lettres d'or. Au sommet de la coupole du mausolée pointait un objet de couleur jaune. Louis le fixa intensément des yeux en essayant de deviner ce que ça pouvait bien être. Il poursuivit son examen même lorsque le directeur du salon mortuaire eut demandé 1 minute de silence et que les personnes présentes baissèrent la tête pour se recueillir. Au bout de quelques minutes, il finit par comprendre. C'était un de ces gros camions à palans comme on en voit sur les chantiers. On l'avait garé à l'abri du coteau, hors de la vie du cortège funèbre. Aussitôt la cérémonie terminée, Oz écraserait sa cigarette sur la semelle de sa terrible chaussure de chantier à armature renforcée, fourrerait son mégot dans un récipient quelconque. Les fossoyeurs, surpris à jeter leur mégot sur les allées d'un cimetière, étaient quelquefois licenciés sans autre forme de procès. Cela affichait mal, étant donné que bon nombre de leurs clients avaient succombé à un cancer du poumon. Puis il sauterait à bord de son engin, démarrerait en trombe et viendrait plonger son fils dans une obscurité qui durerait jusqu'à la fin des temps, ou du moins jusqu'au jour de la résurrection. Résurrection. Ah, voilà un mot auquel tu devrais t'interdire de songer, et tu le sais bien, bordel. À peine l'ordonnateur des pompes funèbres eut-il prononcé le mot Amen, Louise prit Rachel par le bras et l'entraîna en direction du parking. Rachel marmonna de vagues protestations. « Oh, je t'en prie, Louis, restons encore 1 minute. » Mais il ne se laissa pas fléchir. Le directeur du salon mortuaire, posté au bord de l'allée, récupérait au passage des parapluies sur le manche desquels le nom de son entreprise était discrètement imprimé. Il les passait à un assistant qui les rangeait au fur et à mesure dans un porte-parapluie surréalistement dressé au milieu de la pelouse emperlée de gouttes de pluie. Louis tenait le bras de Rachel de la main droite et de la gauche la menotte gantée de blanc d'Élie. La fillette arborait la robe bleue qu'elle avait étrenée lors des obsèques de Norma Crandall. Judd s'approcha tandis que Louis faisait monter ses dames à bord de la voiture. Le vieil homme avait lui aussi la mine de quelqu'un qui vient de passer une mauvaise nuit. « Ça va-t-il, Louis » Louis hocha affirmativement la tête. Judd se pencha pour regarder à l'intérieur de la voiture. « Comment allez-vous, Rachel » interrogea-t-il. « Ça va, Judd » répondit Rachel du bout des lèvres. Judd lui effleura l'épaule avec douceur. Ensuite ses yeux se posèrent sur Ellie. « Et toi, mon petit bout de chou ?»« Je vais très bien, répondit Ellie, et sa bouche se fendit pour former un rictus hideux à titre de démonstration. « Qu'est-ce qu'il y a sur cette photo » demanda Judd. Louis crut d'abord que la fillette allait se cramponner à sa photo, refuser de la montrer, mais elle finit par la tendre au vieil homme avec une timidité poignante. Judd prit la photographie entre ses doigts épais et spatulés, ses gros doigts d'aspect malhabile qui semblaient faits pour manipuler des leviers de commande d'un bulldozer ou fixer des étriers d'attelage entre des wagons de chemin de fer, mais qui avait retiré un dard d'abeille du cou de Gage avec une dextérité d'escamoteur ou de chirurgien. « Comme c'est mignon, fit-il. Gage devait être rudement content que tu le tires sur cette luge, hein, Ellie ?» Ellie fit oui de la tête, et 2 grosses larmes lui roulèrent sur les joues. Rachel ouvrit la bouche pour protester, mais Louis la fit taire d'une pression sur le bras. « Je le traînais derrière moi pendant des heures, » raconta Ellie d'une voix entrecoupée de sanglots, « et il n'arrêtait pas de rire. Après, on rentrait à la maison, et maman nous préparait du cacao, et elle nous disait « Retirez vos bottes !» et Gage les ramassait en criant « Bottes, bottes !» d'une voix si perçante qu'on en avait mal aux oreilles. Tu te souviens, maman ?
Rachel fit signe qu'elle se souvenait. « Sûr que vous avez passé de bons moments ensemble, dit Judd en lui rendant la photo. Et même s'il est mort à présent, il te restera toujours son souvenir à chérir. Et je le chérirai, dit Ellie en essuyant ses larmes. Je l'adorais, monsieur Grandal. Je sais bien, ma chérie. Judd passa la tête à l'intérieur de la voiture pour embrasser la fillette. Lorsqu'il se retira, ses yeux s'attardèrent brièvement sur Rachel et sur Louis. Ils étaient d'une dureté minérale. Lorsque son regard rencontra celui de Rachel, le visage de la jeune femme prit une expression perplexe et un peu douloureuse. Elle ne comprenait pas, mais Louis saisit sans peine ce que disaient les yeux de Judd. « Que faites-vous pour Ellie » interrogeait-il. « Votre petit garçon est mort, mais votre fille, elle, est bien vivante. Et que faites-vous pour elle » Louis se détourna. Il ne pouvait rien faire pour Ellie, pas pour l'instant du moins. Il faudrait qu'elle se débatte toute seule avec son chagrin, car quant à lui, il avait l'esprit trop obnubilé par la pensée de son fils.